j'espère que tu passes un bon moment et... Ah, mon Dieu Seigneur, que je suis heureuse de savoir que vous avez apprécié ma dernière vidéo dans laquelle je vous donnais mon avis au sujet de 2 vidéos présentées par Sissi Mua. Donc, je vais vous présenter les liens dans la barre d'infos en bas pour aller voir ça si c'est pas déjà fait. J'ai eu tellement peur de faire ce genre de vidéo-là parce que je voulais pas que ça donne la fausse impression que j'attaque les gens. J'espère que c'est bien passé. Autrement, aujourd'hui, j'ai quand même des commentaires positifs à partager au sujet d'une vidéo d'Alice Dessine et je vais quand même vous donner mon avis de professionnelle de la santé par rapport à tout ça. Donc oui, je suis nutritionniste de profession. J'ai un baccalauréat, donc à l'université, et une maîtrise dans le domaine et j'adore ça. En fait, lire dans la littérature scientifique. Je suis désolée, mon chat a décidé qu'elle allait faire un petit saut dans le background. Et ce que je vais faire, c'est que je vais regarder différentes sections de la vidéo qui s'appelle 10 astuces ultra simples pour perdre du gras, qui a été créée par Alice. Et je vais vous dire ce que j'en pense, sans tabou, sans limite. Hein? Je vais vous expliquer tout ça. Puis pour commencer, je vais juste vous dire que Alice Dessine a 182 000 abonnés sur YouTube, donc sur sa chaîne. Et dans sa description, elle se présente comme suit. Donc elle dit « Salut, petite soupe aux fleurs, je me présente, je m'appelle Alice. On s'en fout, tu me diras. » Et j'ai fait des vidéos sur le sport, la nutrition et la confiance en soi. Puis parfois des vidéos juste pour le fun qui entrent dans aucune catégorie. Et parfois, je rote, parfois, je tue des Sims en live et parfois, je fais des vidéos, voilà. Et je pense que ça décrit quand même bien Alice parce qu'elle a un style très humoristique. Je ne la connaissais pas vraiment avant de voir cette vidéo-là passer dans mon actualité, mais je suis allée voir quand même quelques capsules par-ci par-là et j'ai vu que c'était vraiment sur un ton très blagueur. Je trouve ça super intéressant puis attirant, fait que ça c'est un thumbs up. J'adore cette vibe-là. Et en fait, si vous avez aussi d'autres choses à apporter par rapport à Alice, par rapport à son parcours, son background puis tout ça, je trouverais ça intéressant d'avoir plus d'infos, donc écrivez-moi ça en commentaire en bas. Hello, la police? Il y a quelqu'un chez moi. Je ne sais pas ce que cette personne attend de moi. Elle me fixe. Donc, on va commencer avec la première chose à analyser. Je vais écouter ça à l'instant avec vous. Le plus important quand il s'agit de changer tes habitudes alimentaires, la chose qui va vraiment le plus influencer tes résultats, c'est la durée sur laquelle tu arrives à tenir les règles que tu t'es fixées. Donc selon moi, c'est bien plus efficace de faire quelques petits rééquilibrages alimentaires qui vont pas trop te frustrer mais que tu pourras tenir toute ta vie, que les grosses diètes bien strictes qui vont à un moment te frustrer et que tu vas finir par abandonner. Ça, j'adore. J'adore dans le sens où, moi, ce que je propose aussi, c'est vraiment d'avoir des petits changements d'habitude de vie qui vont être faciles à maintenir à long terme et qui vont pas nous donner l'impression de se restreindre et de s'imposer plein de limites parce que là, plus qu'on a de limites, plus qu'on a envie de les dépasser, c'est toujours comme ça dans la vie. Et la frustration qui va venir avec ça risque de te faire compenser puis avoir plein d'autres comportements qui sont pas nécessairement adéquats. Donc, thumbs up pour ça. Du coup, je vais pas simplement te dire quels aliments il faut pas manger, mais plutôt par quels autres aliments plus sains tu peux les remplacer. OK, fait que là, elle ne veut pas nous mettre de limites alimentaires, mais elle va plutôt nous donner des conseils sur comment intégrer des nouveaux aliments dans notre routine pour pouvoir avoir une meilleure santé. Donc ça, c'est aussi dans mes valeurs. Je pense que c'est une bonne chose. Préfère toujours un aliment complet à un aliment simple. Quoi? Par exemple, le riz complet, c'est mieux que le riz. Le pain complet, c'est mieux que le pain. Les pâtes complètes, c'est mieux que les pâtes. OK, préférer un aliment complet à un aliment qui est plus simple, c'est clairement une bonne chose. Par contre, il faut juste pas venir dans le comportement qui est beaucoup trop bon ou mauvais. Donc, pas encore là dire que certains aliments comme le riz blanc, par exemple, ben on doit plus jamais en consommer parce que ça, c'est pas une bonne chose, qu'on doit toujours prendre le riz brun, alors qu'au contraire, peut-être qu'on n'aime même pas le riz brun, parce qu'on trouve ça pas bon dans notre bouche, peut-être que ça goûte le carton. Donc, de peut-être transférer graduellement vers une alimentation plus complète avec des produits moins transformés aussi. Mais, tu sais, des fois, moi, en tout cas, de mon côté, comme je l'avais dit dans ma précédente capsule aussi, pour ce qui est des pâtes alimentaires, ça m'arrive de manger des pâtes blanches, comme ça m'arrive de manger des pâtes de légumineuses, mais pour moi, c'est pas deux choses qui se comparent réellement en termes de saveur en bouche, en termes de texture, en termes de plaisir aussi que ça me procure. Fait que ça, c'est important à noter. Les patates douces, c'est mieux que les patates. Quoi? Mais t'as parlé de trucs complets, t'as pas parlé de trucs doux. Ouais, bah va dire ça au connard qui a découvert la patate douce et qui a pas appelé ça la patate complète. Ah non, les patates douces, c'est pas mieux que les patates. Les patates douces et les patates, c'est 2 légumes super intéressants qui ont plein de bienfaits pour notre santé. OK, c'est marginal, mais il y aurait peut-être une petite différence en termes de quantité de vitamine A, vitamine C dans les patates douces, il y en a un peu plus. Il y a peut-être un peu plus de sucre aussi dans les patates douces.
C'est pour ça qu'ils goûtent un peu plus sucré, d'où le nom des patates sucrées aussi. Donc, ça dépend toujours de ce que tu as envie de manger. Fait que priorise tes goûts, tes besoins, ton sentiment. Qu'est-ce que tu as vraiment envie de te mettre en bouche puis d'avoir dans ton repas, en termes de saveur aussi, mais en termes de texture, il y a une petite différence. Puis je te dirais que la différence aussi, c'est au niveau du mode de cuisson. Donc, c'est sûr que si tu prends une patate qui est transformée en frites ou qui est vraiment incorporée dans une sauce crémeuse avec plein de fromage, c'est sûr que c'est peut-être pas l'option la plus allégée, là. Mais en même temps, on a le droit de manger ce qu'on veut aussi. Mais c'est sûr que je te dirais que l'essentiel, c'est quand même de prioriser les formes plus simples, les aliments qui vont être plus grillés dans des huiles. C'est sûr que c'est mieux. Peut-être bouillis à la vapeur aussi, mijoter. Donc, c'est des façons de transformer la patate qui vont pas nécessairement ajouter de la matière grasse, peut-être excédentaire. Mais il faut quand même pas avoir peur des matières grasses non plus. Fait que ça, je vais aussi en parler dans ma formation et je pense que ça va être vraiment cool. Fait que là, je vais vous distinguer un peu toute la patente parce que c'est pas clair pour tous. Puis je pense vraiment qu'il faut savoir que les légumes, les patates, c'est bon. C'est bon pour nous, avec la pleure aussi si possible. Donc ça nous donne encore plus de fibres et encore plus de vitamines. En gros, ce sont des sucres complexes que ton corps va prendre plus de temps à assimiler. Ça te tiendra rassasié plus longtemps et l'énergie que ça va te donner sera plus facilement utilisée par ton corps que stockée. OK, juste pour revenir sur le concept des sucres simples et des glucides complexes, je vais en parler plus à travers ma formation parce que ça peut devenir mélangeant, mais il faut savoir que les glucides complexes sont, oui, digérés plus lentement, donc absorbés dans notre sang à un rythme qui va être plus modéré, ce qui va faire en sorte que notre glycémie, la quantité de sucre dans notre sang, va rester plus basse ou plus modérée pendant une période prolongée, ce qui va nous permettre d'avoir de l'énergie justement qui va être absorbée sur une plus longue période et on va avoir moins faim, en fait, parce que si on mangeait du sucre, au contraire, on aurait vraiment une hausse de la quantité de sucre dans le sang, et là, on aurait une rechute par la suite parce que notre corps va l'utiliser. Donc, on peut pas vraiment dire que c'est moins absorbé quand c'est des glucides complexes, c'est juste que le rythme est différent. Et je dirais aussi que c'est clair que c'est le fun de consommer des glucides complexes avec des fibres alimentaires qui vont aussi avoir une influence sur la rapidité à laquelle tout ça va se faire, et aussi d'autres bienfaits au niveau intestinaux. Yeah, vous voyez pas qu'est-ce que je fais, des petits signes dans mon ventre. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment toujours agréable d'avoir une bonne quantité de fibres dans notre alimentation avec de l'eau, bien sûr. Les sodas sucrés, tu oublies. Quoi? Mais dans le titre, t'avais dit que les astuces seraient faciles. Ah, parce que c'est difficile de boire de l'eau. Ok, je l'ai vraiment aimé, par exemple, celle-là. Je suis pas d'accord sur tous les points parce que je pense que oui, les boissons gazeuses, c'est un aliment qui est peut-être plus dans la catégorie aliment à consommer à l'occasion. C'est sucré. Ça n'a pas vraiment de valeur nutritive en termes d'éléments comme les vitamines, les minéraux, ces choses-là. Ça apporte pas mal juste du sucre. Ouais, puis une bonne quantité aussi, souvent. Donc oui, c'est quelque chose qu'on peut quand même continuer à consommer parce que je pense pas que c'est une bonne chose de mettre des gros X sur des aliments. C'est toujours ça que je vous dis. Conservez quand même certains petits trucs comme ça qui vous font plaisir parce que autrement, il va y avoir encore là le cycle de restriction, culpabilité, abus, puis on se sent mal, puis on a des inconforts parce qu'on a trop mangé, puis tout ça. Donc là, dans ce contexte-là, les boissons gazeuses, c'est pas à mettre un X, mais puis je pense aussi que l'eau, c'est une bonne chose. Puis j'adore aussi la façon dont elle apporte ça avec humour, comme quoi c'est facile de boire de l'eau puis que c'est accessible pour tous. Mais il faut quand même garder en tête que certaines personnes qui sont en ce moment très, très habituées à boire seulement des boissons sucrées et que la transition peut être plus difficile. Il y a d'autres personnes aussi qui n'ont pas nécessairement accès à une eau potable. Donc là, il faut quand même prendre en compte les petites limites. Mais tu sais, en règle générale, l'eau, c'est quand même assez accessible. Oui, bon, d'accord, on va bien pouvoir trouver un truc qui peut remplacer les sodas et les jus de fruits. Parce que maintenant, même les jus de fruits sont interdits aussi. Pas interdits, mais déconseillés. C'est bourré de sucre et souvent autant que dans un coca. Donc à moins que tu ne les aies pressés toi-même, les jus de fruits ne sont pas ton ami. OK, oui, les jus de fruits contiennent également une quantité assez élevée de sucre qui va être isolée parce que dans le fond, on va l'avoir extrait de la fibre de l'aliment. Donc, on va avoir mis justement la fibre souvent aux poubelles ou on la réutilise ailleurs dans l'industrie alimentaire. Puis, le sucre va être dans notre liquide, donc vraiment à travers l'eau, et c'est ce qu'on va boire. Donc, il n'y a plus de contexte, le sucre. Donc, il va rentrer vraiment directement dans notre circulation sanguine et là, avoir des impacts plus négatifs sur notre corps, même si ça provient des fruits. Par contre, là, il y a une petite notion aussi qui était mentionnée comme peut-être plus tard par rapport au fait que les jus de fruits faits maison, c'est une bonne chose, puis que c'est mieux en fait, que c'est une alternative qui est peut-être moins dommageable pour nous.
Ben, je te dirais que pas vraiment. En fait, la différence est très, très négligeable. Peut-être que si tu as mis des légumes dans ton jus de fruits, ça peut peut-être être une bonne chose parce qu'il va y avoir une quantité peut-être moins grande de sucre par volume de liquide consommé. Mais faire à la maison, tu n'avais pas de grosse différence. Surtout si tu enlèves la pulpe, la bonne chose à faire, ce serait peut-être de te faire un smoothie puis d'intégrer une source de protéines dans tout ça. Ou de te faire un jus smoothie, ça peut être un bon compromis, mais en même temps, au niveau des textures, c'est pas la même chose. Fait que je dirais que oui, le jus, c'est à consommer à l'occasion. C'est peut-être pas dans la même catégorie que les boissons gazeuses. Il y a quand même une différence entre les deux. Mais les deux vont avoir des impacts négatifs sur notre santé si on abuse. Fait que c'est encore là une question d'équilibre. Et encore là, il ne faut pas démoniser les jus non plus. Puis il faut prioriser les fruits entiers. Puis j'avoue que ça, on n'a peut-être pas tendance à manger assez des fruits. Puis pour vrai, même moi, là, si j'ai des oranges ici, ça m'arrive de comme pas nécessairement avoir envie de manger l'orange, penser à ça en premier. Puis c'est peut-être plus facile pour certains de se tourner vers le jus parce que c'est ça, c'est plus rapide à prendre, puis on le boit, puis ça finit là. Puis on a l'impression d'avoir mangé nos vitamines, tout ça pour la journée. Mais non, il faut vraiment prendre l'orange, prendre le temps de l'ouvrir ou la consommer à travers des recettes. Bah des sodas, mais des sodas sans sucre. Oui, mais tu sais, les édulcorants n'ont jamais tué personne. Le diabète et toutes les complications liées à l'obésité, si. Aucune étude à ce jour n'a prouvé formellement que les édulcorants représentaient un réel danger pour la santé. OK. La question des édulcorants, ça fait genre 1000 ans que je veux l'aborder. J'ai pas encore eu le temps de vous faire un beau résumé là-dessus. Je voulais le faire dans le cadre de ma formation. Je vais peut-être en intégrer un petit peu, en fait, dans une prochaine section de la formation, mais je veux vraiment prendre le temps de vous en parler. Donc là, elle parle des édulcorants artificiels et elle propose aux gens de se tourner vers des boissons gazeuses qui contiennent justement aspartame ou sucralose ou des choses comme ça. Moi, je dis que c'est pas une bonne alternative. Dans le sens où, oui, on sait pas trop, en fait, quels sont les impacts négatifs des édulcorants sur notre santé. En règle générale, les études sont pas toutes vraiment dans la même ligne de pensée. Il y en a certaines qui disent que c'est peut-être mieux de consommer ça que de consommer du sucre parce qu'au moins tu consommes pas du sucre et que le sucre a plus d'impact négatif sur ta santé. Il y en a d'autres qui disent qu'il y a des impacts peut-être pires de consommer des édulcorants artificiels. Il y a certaines études par rapport au mettons, si je vous dirais l'aspartame, qui est contenu beaucoup dans les boissons gazeuses, qui disent qu'il y a des effets cancérigènes. Donc, je dirais vraiment qu'il ne faut pas mettre tous les édulcorants dans le même panier. Premièrement, c'est pas la même chose que ce soit, par exemple, bon, comme je l'ai dit, le sucralose, le sulfate de potassium, que ce soit le stevia ou en tout cas, il y a plein d'options, là. Il y en a vraiment des millions. Il y a aussi les sucres alcool, comme le xylitol, puis ces choses-là. Mais je dirais qu'en règle générale, ce qu'on veut faire, c'est d'essayer d'habituer nos papilles à plus avoir envie de manger autant de sucre, autant de saveurs sucrées à travers notre alimentation. Donc, si on peut, l'objectif, c'est vraiment de réduire graduellement la quantité de boissons sucrées qu'on boit et de peut-être venir les diluer. Donc, moi, j'ai encore des petites envies de boire de la boisson gazeuse de temps en temps, ça m'arrive. J'ai d'ailleurs du soda au gingembre ici. Et ce que je fais, c'est que je le coupe tout simplement avec de l'eau pétillante nature. Donc, tout dépendant de tes papilles, tu peux en mettre une petite quantité, une plus grosse quantité, puis là, tu te ramasses avec une belle boisson froide qui goûte quand même sucré, qui te satisfait, puis qui te fait quand même du plaisir, sans avoir à tout mettre ça aux oubliettes. Puis là, quand t'en as à proximité, t'as juste le goût de le boire super rapidement. Donc, c'est mon avis sur la question, puis j'irais peut-être même... Bon, les édulcorants, c'est ça, je vais vous en reparler. Je pense que ce serait une bonne chose. Fait que dites-moi ça en commentaire si vous voulez plus d'infos sur les édulcorants. Je vais vous faire une belle revue de la littérature qui est vraiment à jour parce qu'il y a encore là des nouvelles études qui sont sorties et vous faire une capsule sur ça. Fait que pouce en l'air, commentaire en bas, puis je me lance là-dedans. Et même si on venait un jour à découvrir que les édulcorants sont tout aussi dangereux pour la santé que le sucre, eh ben au moins les édulcorants, avant de te tuer, ne te rendent pas obèse. OK, là, j'ai mal parce qu'en fait, ça, de dire qu'au moins les édulcorants vont pas te rendre obèse, c'est vraiment un exemple de grossophobie. Je sais que c'était pas mal intentionné, je sais que c'était pas ça l'objectif, mais à travers ça, c'est vraiment de donner l'impression que d'avoir un poids plus élevé, ben c'est la pire chose au monde qui puisse nous arriver, qu'on préfère hypothéquer notre santé, on préfère faire des choix qui sont peut-être moins judicieux pour notre longévité ou pour peut-être même avoir un risque de mortalité plus élevé, si on est pour pas être obèse. Donc, notre objectif, c'est vraiment de ne pas entrer dans la catégorie des gens qui ont pris du poids, donc de conserver un corps vraiment mince. Et là, j'ai l'impression que les gens qui regardent ça puis qui ont un corps plus gros, ben peut-être que eux, ça leur fait vraiment mal de savoir que elle veut vraiment pas leur ressembler parce que pour elle, c'est comme la pire chose du monde. C'est pas le cas.
Donc, ça, je vais en reparler aussi, là, mais c'est vraiment un gros problème. La grossophobie, c'est très, très généralisé. On peut en voir partout. Puis des fois, les remarques sont un petit peu insidieuses. On s'en rend pas de temps compte. Ils passent inaperçus. Puis ça passe comme une joke. Puis je sais que c'est comme un peu une joke. Puis il y a aussi une partie, je vais vous la mettre juste ici, là. Et encore une fois, on s'en fout des critères de beauté, c'est pas de ça que je te parle, là je te parle de santé. Quitte à mourir, à choisir, je préfère encore qu'on m'enterre dans un cercueil taille normale, ça coûte moins cher. Donc, c'est ça. Il y a une joke par rapport au cercueil, taille normale, qui coûte moins cher. Puis, je sais pas. Je trouve que c'est comme... Là, c'est comme pousser l'humour à la limite où je suis plus à l'aise. Je sais pas si elle était à l'aise là-dedans. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que là, je sais comme pas trop comment exprimer mon sentiment de... C'est ça. Bien sûr, même si tu prends du sans sucre, garde une consommation raisonnable. La meilleure option restera toujours le fait de boire de l'eau. Sinon, il y a l'option du thé vert, qui moi, personnellement, est un chouchou. Quel délice! Ah mais bien sûr que si t'ajoutes rien dedans, ça a juste un goût d'eau chaude. C'est de l'eau chaude. Dedans, tu peux ajouter plein de trucs. Tu peux ajouter des fruits, des extraits de fruits, de la cannelle, du citron, des arômes artificiels, des édulcorants ou à peu près tout ce que t'as chez toi. C'est toi qui vois en fonction de tes envies. Et ça, je suis d'accord. La meilleure option, c'est toujours, mais ça va toujours être, de boire des boissons qui contiennent pas de sucre ajouté. Donc, l'eau, c'est vraiment une des choses par excellence, qu'elle soit froide, qu'elle soit pétillante, tant qu'il n'y a pas d'édulcorant artificiel, qu'elle soit chaude. Donc là, elle parle entre autres du thé vert qui pourrait être aromatisé avec plusieurs choses, comme des fruits et de la cannelle. Par contre, elle rentre un petit peu dans des ingrédients qui sont moins intéressants, comme les arômes artificiels. Et elle va parler aussi de mettre des édulcorants dans... des édulcorants artificiels, bien sûr, dans notre boisson chaude. Fait que là, c'est comme de continuer à perpétuer notre goût, notre besoin d'avoir quelque chose de vraiment très sucré. Donc moi, je pense que j'aime quasiment mieux justement prendre des jus de fruits dans le thé chaud, des fois un petit peu de jus de citron, un petit peu de jus d'orange. Nous, on a essayé avec du pamplemousse aussi, avec de la menthe, des feuilles de menthe. C'était vraiment super bon. Donc, je sais pas. Je suis moins partante pour l'idée d'ajouter des arômes artificiels et des édulcorants artificiels, mais l'autre volet, c'est vraiment super cool. Le repas du soir, c'est le repas sur lequel t'as le droit au moins de folie. Bouh. Comme après ce repas-là, techniquement, tu vas plus dépenser des tonnes d'énergie et que tu vas dormir, tu vas stocker l'excédent. Si tu veux faire un écart, fais-le de préférence plus tôt dans la journée. Ouais. Pour ce qui est du repas du soir, ça, c'est un mythe qui a... Je sais pas combien d'années il y a, ce mythe-là, mais mon Dieu que c'est vieux, ça date d'il y a longtemps. Comme quoi, est-ce que si on mangeait avant d'aller se coucher, notre corps allait pas réussir à comme utiliser cette énergie-là, parce que là, on n'est plus actif, on s'en va se coucher, mais que tout ça, ça allait être stocké en gras. C'est pas le cas. C'est sûr que notre système digestif va ralentir durant la nuit, il y a un changement au niveau des hormones, c'est peut-être pas optimal de manger trop avant d'aller se coucher parce que ça peut aussi brimer le sommeil si on se sent pas bien, puis si notre corps il essaie de digérer quand même dans la nuit, ben là, c'est pas cool. Mais en même temps, il va finir par digérer les aliments, puis il va finir par les utiliser comme source d'énergie, qui est être porté à pas avoir vraiment faim au lever. Donc, c'est sûr que à ce moment-là, ton corps va fonctionner le matin sur l'énergie de la veille. Fait que là, ça peut comme débalancer tes repas, ce qui est pas nécessairement optimal. Mais c'est pas la fin du monde si tu manges plus en soirée de temps en temps. C'est certain que je te dirais pas non plus d'avoir tout le temps ton plus gros repas juste avant d'aller te coucher, puis de manger justement des trucs qui sont très gras, très sucrés, très salés, là, c'est pas la meilleure chose à faire, mais c'est pas la fin du monde non plus. Par contre, tu peux ajouter du cool à absolument tous tes repas grâce aux sauces allégées. Voire encore mieux, les sauces zéro. Personnellement, mes petits chouchous, c'est la mayonnaise allégée de chez Weight Watchers et la sauce barbecue zéro de chez Prozis. La mayonnaise allégée n'étant pas zéro, j'évite quand même de faire baigner mes assiettes dedans. OK. Sauce et autres condiments allégés ou zéro, donc zéro calories, je recommande tellement pas ça, dans le sens où souvent, ces alternatives-là, c'est tout simplement un liquide, donc principalement de l'eau, des émulsifiants ou d'autres agents de texture qui donnent une espèce de sentiment d'avoir de quoi d'intéressant, puis des épices, puis des saveurs, donc des saveurs artificielles souvent aussi. Puis
c'est pas pleinement satisfaisant au niveau des papilles. C'est pas la même saveur que les vraies alternatives. Fait que même si on en met une tonne, c'est jamais aussi intéressant. Et je dirais que c'est aussi de tromper notre cerveau. Puis là, ça, je vais en parler dans ma formation parce que je vais parler des micronutriments et de leur impact sur notre faim, notre satiété, puis comment ça peut atténuer tout ça. Donc, je vais revenir sur la question, mais je veux juste dire que c'est pas une bonne solution de se tourner, surtout vers les options qui sont 0 calories, en pensant qu'on peut en mettre plein parce que non, c'est pas une bonne chose. Au pire des pires, là, si tu te sens que comme tu as envie d'avoir quelque chose d'autre avec ton repas puis que tu veux vraiment pas ajouter de la vraie mayonnaise ou de la vraie sauce barbecue, pourquoi pas prendre tout simplement un petit peu de zeste, d'agrumes, du jus justement de citron, des fines herbes fraîches, c'est tout le temps délicieux, des épices, il y en a tellement plein qui existent. Puis si tu veux une sauce, fais-en soit une maison avec un beurre de noix par exemple. J'en ai une recette dans mon livre d'ailleurs, puis il est ici, tu sais, si tu veux mon livre. Et il y a une recette avec justement un bout de bol avec une sauce avec du beurre d'amande, c'est si délicieux. Donc, sauce piquante aussi. Donc, je dirais que l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher un petit peu de... Regardez, il y a celle-là aussi, là, faite avec un petit peu de curry. Donc là, le but, c'est d'avoir du plaisir, du vinaigre de cidre de pomme, du vinaigre régulier. Donc, ça donne du goût, des condiments, genre de la moutarde aussi, c'est tellement bon. Et le petit bouillon qui est dans les marinades aussi, je trouve ça super intéressant. Donc, il y a plein de petites solutions comme ça qui peuvent un peu changer ta routine puis te permettre de varier puis de pas toujours prendre la mayonnaise. Mais je suis pas d'accord avec l'idée de mettre toutes les condiments genre qui sont plus gros, plus sucrés de côté. Plus tu fais de sport, plus tu peux bouffer sans grossir. Non seulement parce que le sport brûle des calories, mais également parce que les muscles au repos consomment pas mal de calories juste pour exister. Ouais. Là, l'affaire avec le sport, c'est que c'est tellement dépendant de la façon de l'apporter. Et ici, ça donne malheureusement une fausse impression que, ben, si tu passes toute ta journée à bouger, donc si tu t'achètes un vélo stationnaire puis que tu roules dessus toute la journée, ben, tu vas pouvoir manger tout ce que tu veux. Ça pousse définitivement au surentraînement, à l'abus, puis ça, je vais en reparler. Puis, si c'est pas déjà fait, je vais vous faire une vidéo avec une kinésiologue qui est vraiment super bonne dans le domaine puis qui va nous expliquer comment ça peut justement avoir un impact négatif sur nos vies d'abuser de l'entraînement. Puis là, de voir aussi les aliments comme étant dépendants de combien de temps on s'est entraîné. Donc, si par exemple, on considère que si une journée on s'est entraîné plus, bien on peut manger plus, mais que l'autre journée on s'est pas entraîné, fait que là on peut plus manger, ça fait aucun sens. Donc, notre corps a besoin d'énergie tout le temps, là, même si on bouge moins, puis même si on est en confinement, puis même s'il y a plein d'autres limites dans notre vie. Donc, c'est ultra important de le savoir, ça. Puis, l'affaire aussi, c'est sûr que oui, quand on a un corps plus musclé, on dépense plus d'énergie au repos. Donc, la musculation peut être intéressante si tu veux l'intégrer dans ta vie parce que oui, ça va te permettre d'avoir un corps qui va être peut-être plus efficace en termes de brûlage d'énergie, mais en même temps, il ne faut pas que tu vois ça comme ça. Il faut aussi que tu le vois comme étant une façon d'avoir un corps qui va aussi être plus stable, moins de douleur, moins de problématiques de posture aussi. Donc, faut en prendre puis en laisser. Si tu manges à peu près correctement toute la semaine sans gros écart, alors sache qu'une fois par semaine, tout est permis. Mais oui, chouchou, je vais pas te demander de renoncer à vie aux macaronis au fromage ou aux raclettes, ce serait super cruel. Je suis pas si méchante. Je veux juste comme pas... Je vais commencer avec le concept du cheat meal parce que ça, c'est définitivement de ça qu'elle parle ici. Le fait de manger clean, déjà en partant, c'est de mettre un terme sur une alimentation, puis cette étiquette-là, ça donne l'impression que si tu déroges du manger clean, que tu n'es pas une bonne personne, puis en tout cas, il y a plein d'autres problèmes qui viennent avec ça. Mais le fait de vouloir manger stratégiquement mieux durant la semaine et d'ensuite te permettre un repas abusif avec plein de tout ce que tu voulais manger mais que tu n'as jamais pu manger parce que tu t'étais justement imposé trop de limites, c'est pas une bonne chose. Donc, je suis totalement contre l'idée des cheat meals. Ça pousse les gens un jour ou l'autre vers les comportements inadéquats et même vers les troubles alimentaires. Je parle entre autres d'hyperphagie. Donc, l'hyperphagie, c'est manger beaucoup trop d'aliments en peu de temps et c'est définitivement ça, on s'entend. Jusqu'à se rendre malade, souvent, on s'entend aussi, là, tu sais, elle va nous pousser à manger beaucoup d'aliments. Puis justement, je vais continuer parce qu'il y a plein d'autres petites phrases à mentionner. Puis ça pousse aussi vers les problèmes de l'estime. Donc, c'est sûr que si tu manges beaucoup, puis que ça se peut que tu prennes du poids parce que tu manges beaucoup, ben là, en tout cas, bref, il y a vraiment plein d'autres problèmes qui sont liés à ça. Je vais te laisser écouter la suite parce qu'il y en a encore un peu. C'est beaucoup plus facile de tenir une alimentation saine 6 jours par semaine si tu sais que tu vas pouvoir te péter le bide le dimanche. Ouais, c'est beaucoup plus facile de souffrir toute la semaine si tu sais que tu vas pouvoir
aussi souffrir le dimanche parce que tu vas avoir tellement abusé que tu vas te sentir mal. Je suis pas d'accord avec l'idée de se rendre malade avec des aliments, même si tu avais envie de les manger. Donc, manger des aliments qui sont peut-être plus gras, pas de problème, mange-les comme tu veux. Mais si tu es pour te rendre à un point où est-ce que tu te sens comme si tu étais justement hyper ballonné, que tu es sur le bord de vomir, des fois on a des nausées quand on mange trop, des fois on a des problèmes aussi que, tu sais, on se sent amorphe, on peut plus bouger. Je vois des gens faire des défis justement de 10 000 calories dans une journée et même plus, puis ça fait pitié, là. Tu sais, t'as aucun plaisir. Tes bouchées que tu manges à la fin, t'es savoures plus. T'es manges parce que tu te dis que tu peux là, puis que tu pourras plus demain. Fait qu'il faut que t'en manges le plus possible là pour en profiter. Puis ça, c'est non. Et surtout, quand je te dis t'exploser le bide, défonce-moi ce compteur de calories, mais vraiment! Ton corps ne peut de toute façon pas stocker une quantité infinie de calories en surplus de gras sur une seule journée. Le corps humain a une limite de calories en excédent qu'il peut stocker chaque jour et on peut pas aller au-delà. Sinon, à chaque repas de famille, tu prendrais 5 kilos facile. À manger sainement toute la semaine. Donc atteindre ce quota une seule fois sur la semaine, ça n'aura que très peu de conséquences, voire pas du tout de conséquences. OK, là, c'est pas juste une question de ce que ton corps est capable d'assimiler ou pas. C'est pas une question de calories qui vont finir par être évacuées sans avoir été digérées. C'est vraiment une question de logique, là. Je veux dire, pourquoi est-ce que tu voudrais manger d'une manière aussi abusive, dépenser plein d'argent en achetant des aliments qui finalement ne seront pas utilisés dans ton corps? Je comprends pas. C'est vraiment une mentalité qui est à la base des troubles alimentaires. Là, je le répète, c'est vraiment quelque chose qu'on ne veut pas faire. On veut pas abuser des choses en se disant que, on peut le faire aujourd'hui, mais qu'on pourra pas le faire demain. On veut pas non plus se rendre malade, puis justement se péter le bide. Je pense que c'est ça qu'elle utilisé comme expression. Il va y avoir beaucoup d'inconfort, des malaises variés qui vont s'en découler. Il faut savoir aussi que si tu manges une très grosse quantité de certains aliments, tu vas quand même consommer une très grosse quantité de certains autres composés nutritionnels qui ne sont pas tout le temps optimaux. Je parle entre autres des gras trans, par exemple, ou du sucre, qui va quand même être métabolisé en partie dans ton corps, puis qui va avoir des impacts négatifs sur ta santé, surtout si tu le fais à chaque semaine. Donc, si tu intègres ça à ta routine, comme elle le dit, elle fait ça 52 semaines par année. Là. Ça veut dire que 52 fois, elle met son corps dans un état d'abus, dans un état de stress. Le corps, il ne sait pas comment réagir là, quand on met toute cette alimentation-là dans l'estomac, dans le système digestif. Il peut y avoir des inconforts aussi quand on va à la toilette, des malaises digestifs. Pour vrai, non. Puis elle parle aussi justement après, je vais te le dire. Et quitte à atteindre ce quota du maximum de calories que tu peux stocker sur un seul repas, dépasse-le, explose-le, on s'en fout puisque tout ce qui est au-delà, tu le stockeras pas, ça finira aux toilettes direct. Sache que moi, ça fait 3 ans que je mange ultra clean toute la semaine et que tous les dimanches, ça envoie. Que tu manges pile la limite de ce que tu peux stocker ou 1000 fois plus, ça ne fera aucune différence. OK, c'est ça. Au début, c'était bien, la vidéo, j'ai trouvé plein de conseils intéressants. À la fin, il y en a d'autres, des conseils intéressants, mais là, sur les cheat meals, je suis juste pas d'accord fondamentalement, je m'excuse. Je sais que ça va être un petit peu direct, mais selon moi, c'est vraiment pas une bonne chose. Utiliser son propre corps en exemple, c'est pas non plus une bonne chose. C'est pas parce que ça fait 3 ans qu'elle fait ça, puis qu'elle a pas pris de poids, que ça va être la même chose pour une autre personne. Comme je l'ai dit, les anecdotes, c'est pas nécessairement un argument valable. Par contre, c'est intéressant de le savoir. Là. Ça, par exemple, je l'ignorerais pas non plus, parce que moi aussi, j'en partage des anecdotes personnelles, puis je trouve ça quand même cool. Mais c'est ça. C'est pas pertinent dans le raisonnement final. Et je dirais aussi que là, elle va parler de quelque chose d'autre. Je vais vous le montrer à l'instant. Il y a un tableau quelque part chez moi avec toutes mes envies. Si j'ai envie de chocobons, je l'écris sur ce tableau et je sais que dimanche, j'aurai mes chocobons. Le tableau des envies. Mon avis par rapport à ça, c'est que c'est pas une bonne idée. Tableau de liste d'épicerie, très bonne idée. Tableau d'envie, moins. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que quand tu as envie de quelque chose, t'en as envie là, puis si tu le manges pas là, tu vas y penser toute la semaine, puis au moment où tu vas pouvoir le manger, tu vas abuser puis en manger jusqu'à te rendre malade, puis tu n'auras juste plus envie d'en manger par la suite, puis tu n'auras eu aucun plaisir de ça, ou tu vas pas en manger, puis quand tu vas arriver le dimanche, tu vas t'être marqué qu'il fallait que tu en manges, tu vas en manger parce que tu t'étais dit que tu avais envie d'en manger la journée, je sais pas, X dans la semaine, puis tu n'avais plus vraiment envie rendu au dimanche, mais tu le manges quand même parce que c'était prévu. Puis là, ça fait comme pas de sens non plus. Fait que moi, j'en ai des gâteries ici, j'en ai plusieurs, des petites affaires, puis j'ai pas de problème à les garder dans mon garde-manger puis dans mon armoire parce que même si je les vois quotidiennement, je suis pas en train de me dire « Ah, toi, dimanche, je vais pouvoir te manger puis abuser puis me rendre malade. » Non,
Si j'ai envie d'en manger, j'en prends un petit peu. J'en mange quelques morceaux, j'en mange un peu plus parfois. Puis quand je suis satisfaite, c'est fini, on passe à autre chose. Puis ça fait partie de la vie, je veux dire, en tout cas. Je veux pas être négative là-dessus, mais c'est ça que j'en pense. Un truc ultra facile à mettre en place qui peut faire une énorme différence sur le long terme, c'est avec quoi tu cuis tes aliments. La cuisson vapeur, évidemment, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. D'autant plus qu'en ajoutant un petit filet d'huile d'olive, du citron, des épices ou des peaux mortes, tu peux vraiment avoir un plat savoureux. J'ai vraiment aimé les peaux mortes. C'est comme passé un peu inaperçu, fait que si t'étais pas attentif, t'as peut-être pas entendu, mais ouais, elle parlait justement d'assaisonnement pour les légumes. Mais à la fin, les peaux mortes, je les mettrais peut-être pas, ceux-là. Mais pour le reste, je suis totalement d'accord. La cuisson des légumes, c'est vraiment une chose intéressante à prendre en compte. C'est sûr que si on priorise les cuissons qui sont soit avec peu de matière grasse ou soit à la vapeur avec justement l'eau, en fait, on veut essayer de ne pas jeter l'eau de cuisson. Par exemple, si on cuit les légumes, quand on les fait bouillir, souvent on va jeter l'eau de cuisson et on jette beaucoup de vitamines avec ça. Donc, si on peut les faire justement avec une marguerite, les faire même au micro-ondes, c'est déjà mieux. Si on peut les faire cuire le moins possible aussi, c'est aussi une bonne solution. Et ajouter plein d'assaisonnements là-dessus, des épices, comme elle a dit, jus de citron, zeste de citron, peut-être pas les peaux mortes, mais après ça, il y a plein d'options. D'ailleurs, moi, j'aime beaucoup les sauces piquantes. J'en ai une faite maison dans mon livre aussi, qui est fermentée, puis qui goûte pareil comme la Frank's Red Hot. C'est tellement bon, c'est tellement bon. Et là, elle va finir la vidéo sur quelques autres petits conseils que je trouve vraiment intéressants, dont la mention de l'importance de l'écoute, de la faim et de la satiété. C'est comme mon conseil numéro 1 ever. Donc ça, c'est la chose que je propose à tout le monde. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai écrit un livre là-dessus. Ouais. Et finalement, l'assiette équilibrée. Et ça, je vais en reparler aussi dans ma formation. Donc, je conclue la vidéo ici. J'ai enlevé mon écouteur parce que je m'entends un petit peu en son bizarre. Et je vais te dire que si tu veux en voir plus, la chose à faire en ce moment, c'est de mettre vraiment un like à la vidéo, donc un pouce en l'air à la vidéo, de commenter en dessous pour me dire quelle vidéo tu voudrais analyser par la suite, de me dire, par exemple, as-tu d'autres idées de sujets pour des capsules, veux-tu que je te parle des édulcorants artificiels, veux-tu que je te parle de plein d'autres petites choses. Donc moi, je suis là pour te donner de l'information et t'aider à savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Et j'ai aussi créé une formation qui s'appelle La faim. Comment comprendre ton corps. Donc, c'est en fait vraiment pour pouvoir réussir à mieux savoir c'est quoi l'importance des différents composés qui se trouvent dans ton alimentation, comment est-ce que tu peux essayer de juste trouver la meilleure version de l'alimentation saine qui va convenir à ton corps, à toi, à tes besoins, à tes envies, à tes moments de plaisir, à tes préférences, à tout ce que tu veux en fait. Là. Fait que moi, ma vie, là, ça comprend des petits moments de plaisir et d'autres trucs en alternance. Fait que je veux juste te partager toutes mes connaissances pour que tu puisses avoir vraiment quelque chose de complet. Donc, si tu veux en savoir plus, le lancement de la formation va se faire au début du mois de mai et il va y avoir une période de prévente avec plein de rabais. Je vais mettre les liens en dessous pour que tu puisses aller me suivre et ne pas manquer ça. N'oublie pas de t'abonner à mon infolettre aussi pour avoir des détails et des rabais spéciaux pour la prévente. Donc, les membres de ma communauté vont aussi avoir des petits extras. C'est ça. Fait que j'espère que tu as aimé. Abonne-toi à ma chaîne aussi pour en voir plus. Puis, à la prochaine! Bye!